Je vais nécessairement présenter un travail concernant les calculs de formulation des bétons. Mais la particularité est que la méthode, c'est la méthode des moins des carrés. Alors cette méthode, c'est une méthode qui peut vous permettre de calculer n'importe quel béton. C'est-à-dire lorsqu'on comprend nécessairement les principes, les différentes étapes, obligatoirement, tu vas faire toutes tes questions. Ça veut dire que si aussi tu pourrais être un entrepreneur d'avoir votre centrale à béton, obligatoirement, tu vas utiliser cette méthode parce que ça sera une méthode très précise en termes de matériaux et vous pouvez faire une vérification plus ou moins valable par rapport à ce que vous allez faire. Les grands problèmes avec nous les ingénieurs, lorsque nous sommes confrontés avec des bétons qui doivent avoir nécessairement des très grandes résistances, je vous assure que tout ce qu'on fait dans les petits chantiers ne va pas marcher. Parce que là, on est obligé, on va le confectionner, on va obligé de les vérifier sur les labos, on fait les essais. Si ça ne respecte pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et on peut commencer avec la page qui suit. Alors, dans la formulation du béton, ça c'est juste quelques définitions, afin que vous pouvez se mettre d'accord par rapport à la manière dont on va raisonner. Ça veut dire que dans les bétons, on doit raisonner sur les propriétés à l'état frais et les propriétés à l'état liquide. C'est-à-dire à l'état frais, c'est là où on vient nécessairement de poser beaucoup de questions sur l'ouvrabilité, c'est-à-dire la manière de se mettre en place des bétons dans les coffrages. Et là, l'ingénieur doit nécessairement maîtriser cet aspect parce que c'est là où réside en quelque sorte la réussite de son béton. Alors il y a aussi d'autre côté, on a les propriétés à l'état d'IRSI. Ça veut dire qu'on fait les calculs de formulation, mais vous êtes obligé d'atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est la résistance. Parce que c'est une donnée qui entre dans les calculs de dimensionnement. On sait très bien quand on fait les calculs, obligatoirement, tu dois connaître la résistance de votre élément de la structure. Alors, il y a les deux éléments vont s'intervenir dans les quatre données précises. La première chose, c'est la classe d'exposition. Ça veut dire que maîtriser l'endroit que tu vas mettre votre béton. Par exemple, si tu as un projet, tu fais dans des zones marécagées, ça veut dire que quelles sont les influences de mettre les bétons dans cette zone. Et c'est ça un peu la classe d'exposition. Avec les normes et recours, beaucoup de normes ont quand même proposé. Et vous allez nécessairement enrichir sur ces côtés-là. Alors pour nous, on va seulement dire, j'ai oublié de mettre un petit tableau. Ça veut dire que dans chaque environnement, il y a quand même un rapport C sur E qu'il faut respecter. Ça veut dire que c'est comme les max, en quelque sorte. Alors, on va passer dans la deuxième classe de consistance. Ça veut dire que on connaît très bien quand on est devant un béton, quand on peut avoir un béton sec, on peut avoir un béton plastique, fluide. Alors, cette différence-là, ça intervient à quoi dans nos calculs de la formulation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'il faut nécessairement souligner parce qu'on est obligé de maîtriser la consistance de notre béton. C'est ça qui donne l'attitude à béton de se mettre en place dans les coffrages. Et on a les D-max, c'est-à-dire le diamètre max de gros canila. Je pense que pour atteindre certaines résistances plus importantes, nous ici on fait beaucoup plus de calculs en s'arrêtant à 25 mm comme gros canila, mais lorsqu'on est confronté d'améliorer nécessairement la résistance, vous serez aussi obligé de modifier ces paramètres-là. Et quand vous modifiez, dans les calculs qu'on fait maintenant, parfois on ne tient pas compte de ces rapports E sur C. Ça veut dire que si tous les modèles ici, par exemple les modèles que CTND adonne, vous devez bien savoir qu'il y a des hypothèses bien définies par rapport à accepter les résultats que vous obtenez. Ça veut dire que vous devez avoir un Dmax plus ou moins inférieur à 25 et obligatoirement, si ça vous arrive, il faut que votre Dmax puisse être supérieur, il faut corriger les S sur C parce que ça peut influencer dans la classe des consistances. Alors lorsque on est là, ça c'est l'objectif que je veux dire, c'est-à-dire on va juger l'ingénieur par rapport à la résistance de son béton. Vous pouvez nécessairement faire tout ce que vous voulez dans les chantiers,
Mais si vous êtes confronté dans un chantier où il y aura peut-être BTC qui va venir faire les contrôles pour voir quelle est la résistance de votre béton, il ne va pas vous juger par rapport aux tous ces raisonnements, mais il va vous juger par rapport à la résistance parce que c'est ça qui est l'objectif final pour les bétons. Alors, comme j'avais dit, il faut maîtriser la classe de consistance. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs attaques que vous pouvez aussi trouver dans les différents documents. Moi, je préfère beaucoup les méthodes selon Gray parce que cette méthode met en amont d'abord les types des ciments. On connaît très bien dans les ciments. On peut avoir 32.5, 42.5, 52.5, c'est-à-dire le choix tient compte de l'exigence par rapport au projet dont vous êtes confronté. Alors, il tient aussi compte des paramètres qui est le coefficient granulaire. Ça veut dire si par exemple, vous êtes en monde, il n'y a pas de concassés, il n'y a que des graviers roulés. Ça va influencer à quoi nécessairement dans des calculs des formulations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais ici, il y a un petit tableau proposé par la norme belge qui peut nous permettre à raisonner quelle est la valeur qu'on peut associer. Donc, vous voyez très très bien dans cette plage, on est au-delà des 25 et là-bas, c'est encore plus pire. C'est un peu un raisonnement extrêmement très important qu'on doit mettre en évidence. Et ces paramètres vont intervenir dans cette formule ici. La résistance, cette résistance, c'est la résistance moyenne. Sachant que nous, on utilise beaucoup la résistance caractéristique, alors on doit faire ces petits jets. Alors, il y a d'autres approches aussi que vous pouvez utiliser par rapport à la statistique, où on prend aussi les écarts types, on associe pour trouver un peu là. Alors, non, revenez toujours dans la page. Notre objectif, c'est de tirer les C sur E qui correspondent aux exigences de la résistance dont on en a besoin. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qu'on va tirer. Vous pouvez maintenant passer. Alors, on passe maintenant à la méthode des moins des carrés. La méthode des moins des carrés, c'est d'abord une méthode numérique. Ça veut dire que je ne peux pas faire ça avec des calculatrices. Tu vas perdre beaucoup de temps inutilement, vraiment inutilement. Il faut avoir votre tableur Excel à côté. Et dès que vous avez des raisonnements complets des différentes étapes, et obligatoirement, vous pouvez passer dans les tableurs Excel et faire. C'est-à-dire, méthode numérique déterminant les fractions granulaires. Ici, on enlève d'abord tout ce qui est vide. C'est-à-dire, on enlève le pourcentage de vide, on enlève de l'eau. On raisonne seulement en termes des granulats. C'est ça qui va un peu intervenir. Alors, je suis ici. Première étape, il faut faire un choix des courbes linéaires. La courbe linéaire, ce sont des courbes qui tiennent compte de la compacité de votre béton, mais aussi de l'ouvrabilité. C'est-à-dire, ils mélangent ces deux concepts. C'est ça qui est important. C'est pour cela, dans les plusieurs approches de formulation, vous allez nécessairement trouver soit Boulomé, soit Fauré, soit ça. Donc, vous allez nécessairement les trouver si tu t'intéresses dans les calculs de formulation. Donc, alors, il y a ces flèches qui viennent, ça veut dire qu'il y a d'autres côtés où on a la courbe, mais qui traite que la partie inerte. Alors, quand on dit la partie inerte, on fait seulement les raisonnements par rapport au gravier plus sable. C'est-à-dire que tu vas seulement raisonner par rapport au gravier plus sable. Lorsque tu es dans les solides, tu ajoutes les ciments. Alors, si tu fais le choix dans ce squelette ici, j'ai proposé au moins deux courbes, ça veut dire que vous pouvez aussi trouver dans d'autres recherches, d'autres courbes, mais j'ai proposé des courbes, la courbe de filaire et la courbe LFZ. Ça veut dire que c'est la courbe utilisée un peu en Suisse, hein, fédérale, Zurich, tout ça, c'est-à-dire la capitale des Suisses un peu là. Après, on est dans l'autre côté. Si vous choisissez, on va raisonner par rapport et les ciments aussi à l'intérieur. Là, vous allez faire le choix soit les Boulomé, soit les Fauré. Les Dmax, comme un paramètre qui intervient dans la formulation, vous allez bien regarder dans ces formules, il y a les 1D. Ça veut dire qu'il y a les Dmax qui interviennent. Normalement, on ne va pas faire les Dmax comme on le fait maintenant. On dit que notre granulat a une répartition, par exemple, des 15-25. Le plus grand, les Dmax, c'est 25. Non, ça n'a pas de sens. L'approche est que les Dmax doivent se situer à 90%. Donc, c'est-à-dire qu'il laisse 10% des granulats un peu supérieurs à lui et il est supérieur à 90% qui reste un peu là. C'est cette
diamètre-là qu'on va nécessairement cibler, qui va intervenir ici. Les petits d, c'est la méthode des mondes des carrés exige la précision. Et la précision, on l'obtient quand tu es devant votre sable. Tu analyses votre sable. Ça veut dire que le courbe granulométrique, la répartition des grains de différents diamètres, il faut nécessairement en avoir. Si tu es devant votre concassé, il faut aussi en avoir. C'est pour cela que c'est vraiment bien conseillé par rapport aux centrales à béton parce qu'ils ont tous les dispositifs possibles à mettre en œuvre à côté et ils peuvent gérer tous ces paramètres. Alors, lui, il va intervenir à chaque diamètre de tamisage, etc. En termes de raisonnement, c'est lui beaucoup que j'ai présenté dans mon exposé, mais les autres aussi. Si quelqu'un en a besoin d'avoir les documentations, je peux toujours les mettre même dans les groupes sites. J'ai déjà expliqué, revenez un peu là, revenez dans les démarches. Alors, je suis ici. Ici, on va prendre pas celui c'est-à-dire le diamètre pas de 100%, mais on va prendre celui qui vient après 100%. Donc, ça va se correspondre avec le pourcentage qu'il faut. Alors, maintenant, les résumés de notre méthode. Comment tu vas raisonner pour trouver? Comme on a dit que c'est une méthode numérique, tu es censé d'avoir des formules ici qui va vous permettre d'aller dans Excel et implémenter ça afin que vous puissiez déduire les résultats. Premier raisonnement, j'ai choisi le squelette inerte, donc j'ai gravé et ça. Première chose, tu poses la condition volumétrique, c'est-à-dire qu'il faut raisonner à 1 mètre, cube. Donc 1 mètre cube. Ça veut dire c'est comme si votre 1 mètre cube était seulement rempli avec les sables plus le concassé. Après, j'ai besoin d'exprimer l'autre. Je mets dans le troisième point les tamisage du mélange. Ça veut dire que j'ai besoin de connaître quel est le mélange que je vais obtenir. Parce que le monde carré, le principe est qu'il va minimiser le vide avec le mélange que vous allez trouver et les courbes idéales qu'on a fixées dans la page précédente. C'est-à-dire qu'il faut regarder les écarts, c'est-à-dire plus on approche les courbes idéales, plus notre béton sera bien compact et respecter aussi les conditions de l'ouvrabilité. Donc, on est dans le mélange, je vais prendre notre inspection là, je l'introduis là-bas, afin que je puisse avoir une seule inconnue. Donc, j'exprime l'équation du mélange à une seule inconnue. Et la méthode des mondes des carrés nous dit qu'il faut faire la somme des écarts de la somme des carrés des écarts. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, je prends ça, moins le courbe idéal que j'avais fait, qui est là. Je mets la somme et je mets au carré. Alors pour minimiser, on connaît très bien un peu de la mathématique avec les ingénieurs. Parce qu'on a toujours dit, les ingénieurs ont la mathématique un peu beaucoup plus réelle et plus pratique. On va dériver cette expression pour trouver les mines. Non, répète, c'est mal. On va dériver l'expression pour trouver, on égalise à 0, en fait de trouver quel est, de tirer les S' second qui va nous donner nécessairement la valeur mineure, en quelque sorte. Donc, je fais la dérivée et j'ai trouvé cette expression et obligatoirement, je tire la valeur S' second et ça me donne cette formule. Après, le P, je peux le trouver là-bas par substitution et dès que j'ai les formules ici, obligatoirement, je peux me lancer maintenant dans les tableurs Excel. Mais il ne faut pas oublier, on raisonne sous forme de mélange inerte, mais nous, celle qui nous concerne, c'est le mélange réel. Dans le mélange réel, tu dois ajouter les ciments, de l'eau, et plus tu dois considérer le vide le vide permis, ce qui est donné par les normes. Ici, nous, on va prendre 2%, c'est ça que j'ai trouvé dans les normes belges, qui est un peu là. Alors, ça veut dire quoi? Donc, cette condition ici, si tu vas utiliser les adjuvants, c'est ici que tu vas l'introduire. Par exemple, tu dis que dans les adjuvants, il y a 5%, il tient compte des 5%, parce que chaque adjuvant, on donne quand même les prescriptions par rapport à la quantité de ciment. Si c'est 5%, alors je sais bien que je vais ajouter plus adjuvants, mais je vais chercher à exprimer les quantités d'adjuvants par rapport au ciment, de telle sorte que je reviens seulement à l'expression du ciment
pour me faciliter dans les calculs. Maintenant, il faut ramener ces raisonnements ici. Ça veut dire que le mélange inerte au mélange réel. Alors, un peu aussi du mathématique. Je viens ici, je tire P plus S, tout ça. Après, je les reviens pour que ça me donne 1. Par identification, si ça donne ça, si ça donne ça, donc les 1 ici vont nécessairement respecter. Et je mets l'égalité entre 1 et 2. J'ai maintenant la relation entre la proportion des squelettes inertes et celle du mélange proprement dit. Et etc. Conclusion. Il y a le tableur Excel, ça veut dire que les formules qu'on doit trouver là-bas, vous allez voir tout à l'heure avec des petites vidéos qu'on a fait. On a besoin des tableurs Excel. J'ai besoin de la granulométrie simple et gravée. Il faut avoir la granulométrie. Tu ne peux pas faire les calculs de formulation. Je ne vais pas faire les calculs de la formulation si tu n'as pas les granulométries de votre élément. C'est pour cela qu'on appelle ça la méthode la plus précise possible pour n'importe quel béton avec lequel vous serez confronté. Choix de la squelette, j'avais déjà dit. Choix des courbes idéales, j'avais déjà dit. Et l'application sur Excel. Et maintenant, j'envoie une vidéo de 3 minutes.